C'est ça. Donc, c'est dur à évaluer personnellement. Comme disait Mireille, c'est dur de savoir si tu es trop sévère ou trop généreuse. Surtout avec les tirés 2 et les tirés 4. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres profs qui ont ce défi aussi? Avez-vous trouvé des ressources ou Le programme d'études n'existe pas. Il y a le test de rendement existe, mais il n'y a pas de programme d'études pour connaissance et employabilité en français. Est-ce que c'est un élève qui a un plan, Pascal? Oui, oui. Alors, moi, je te dirais, comme souvent, quand un élève a un plan comme ça, on évalue selon son plan. Oui. Mais c'est juste, vu Vu qu'il va passer son examen de FRA 9, j'aurais bien aimé avoir une idée comment le préparer. C'est ça, parce que je ne sais pas du tout à quoi ressemble l'examen de français 9 en connaissance et employabilité. Donc, je voulais juste savoir. Je vais juste le mentionner si jamais vous trouvez quelque chose au hasard de vos recherches ou si vous-même, quelqu'un a déjà enseigné un élève de français 9 en connaissance et employabilité. C'est la première fois que j'ai un élève à ce niveau. Oui, Mireille? Tu pourrais communiquer avec Lise Neptune au Centre-Nord. Je t'enverrai son adresse, elle le fait souvent. Oh, donc, dans ce cas, mille merci. Merci, Mireille. Oui. Tu vois, je me suis dit, c'est peut-être le bon endroit pour poser cette question. Et effectivement, c'était le bon endroit pour poser la question. Merci beaucoup. Oui, il y a aussi une section sur le site du consortium pour des ressources en connaissance et employabilité. Je vais essayer de te les trouver, je t'enverrai le lien. Merci, Mireille. Pas de problème. Parfait. Alors, dans la présentation que vous allez aussi recevoir, j'ai ressorti tous les résultats d'apprentissage, puis j'ai mis la légende aussi. Tout ce qui est en lien avec l'écriture, puis de 9 à 12. Alors, ça va peut-être être juste plus facile de référer là. Sauf que parfois, c'est bien de voir ce qu'ils ont dû maîtriser. C'est avant la 9e année. Ça, je ne l'ai pas inclus. Alors, si jamais il y a des doutes ou je vous conseille de retourner dans le programme d'études au complet pour répondre à ces questions-là. OK. Ensuite, oh, excuse. Okay. Ensuite, dans la présentation, vous allez avoir des liens en vert. Excuse, j'ai de la misère là, ce matin. OK. Alors, j'ai mis, je ne me souviens pas qui l'avait dit, mais on a des copies types pour la 9e année et pour la 12e année. On a aussi des rubriques qui vont avec là pour les écrits pour la 9e, la 12e année. Alors, ça, c'est facile. Là où on n'a pas de copie type, c'est pour les 10e, 11e, comme vous le savez. Je suis allée voir dans les examens de la Banque commune et puis j'ai mis les rubriques pour les textes pour la 10e et 11e année ici, ainsi que pour français 30-2. Juste pour vous donner des points de repère. OK? Alors, si vous allez dans les copies types, vous savez sûrement tous déjà ceci, mais je voulais juste m'assurer que vous ayez tous les documents nécessaires pour faire vos analyses. Alors, l'analyse se passe tout de suite dans le document. OK? On a les excellents, ensuite habiles, et puis ça explique pourquoi l'élève a reçu cela. Puis la rubrique en entier se retrouve à la fin du document. Puis c'est la même chose pour la 12e année. OK, alors pour la 12e année, on va dans français. Il y a plusieurs copies types. OK, alors l'analyse se fait tout de suite au début. OK, mais la rubrique se retrouve à la toute fin. Voilà.
OK. Alors, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut là en tant que point de départ pour vos discussions. Lorsque vous faites l'analyse de vos échantillons, vous pouvez utiliser ça comme point de repère. Tous les échantillons d'écriture, Pascal, je vais ajouter les tiens ici, là, tantôt. Alors, les échantillons se retrouvent dans des dossiers ici et vous auriez tous accès en mode lecture. On va prendre une petite pause avant de commencer la session de travail. Alors, si jamais vous êtes une personne qui préfère travailler sur papier, vous allez avoir le temps d'aller imprimer si vous voulez. D'accord? Question, commentaire à date? Désolée, Oui. encore moi. Vu que je ne savais pas si c'était 7-8, j'ai partagé un échantillon de 8e année. Est-ce que vous voulez que je partage un 3e échantillon de 10e ou de 12e, vu que j'ai seulement partagé 11e et 9e? C'est vraiment à toi de décider, Pascal, parce que c'est pour toi. Si c'est un échantillon que tu aimerais avoir un peu l'avis de tes collègues. Oh non, dans ce cas-là, non, je pensais que vous aviez besoin de plus d'échantillons possibles parce qu'on allait discuter de plusieurs. OK, c'est beau. Et je vais vous dire, pour la 9e, j'ai 3 échantillons. 10e, j'en ai 4. 11e, j'en ai 2 seulement, mais la 12e, j'en ai 7. Alors, ça nous donne un peu un point de départ. OK. Je vais le tourner ici. OK. Je vais parler un petit peu de vos sessions de travail. Avant d'aller le faire, on va visionner une petite vidéo, prendre une pause pour s'organiser. Mais je vous conseille que vos discussions, vous faites un peu un survol du programme pour voir qu'est-ce qui est évaluable pour le niveau en lecture, qu'est-ce qui est observable, et parlez beaucoup de la rétroaction. Quand est-ce que vous le faites, comment et à quelle fréquence? Parce que je pense que cela est toujours un défi aussi. Ensuite, vous allez rentrer un peu dans le processus d'évaluation ensemble. Alors, en vous servant des rubriques, vous allez faire une petite analyse des échantillons d'écriture. Si vous voulez en ajouter d'autres, si vous en avez que vous aimeriez l'avis de vos collègues dessus, vous pouvez toujours l'ajouter au dossier pour ce travail. Et puis, est-ce que vous pouvez arriver à un consensus lors de l'analyse? Alors, on essaie un peu d'imiter la correction au ministère tout en sachant que vous n'avez pas nécessairement les mêmes textes, mais c'est vraiment pour juste partir les discussions. OK? Et puis, vous pourriez aussi parler un peu de l'enseignement de l'écriture dans vos classes, les processus, les pratiques que vous utilisez et faire ce partage parce que les discussions sont toujours riches. Avez-vous autre à ajouter ici? Ce que vous aimeriez peut-être discuter entre collègues? Non, ça vous va? Dorian, as-tu une question? Oui, désolée, j'avais écrit dans le chat le dossier que tu nous as montré, ce qu'on est censé avoir accès parce que je n'ai pas reçu de courriel ou rien pour ce dossier-là. Alexandra, est-ce que tu pourrais le mettre dans le chat? S'il vous plaît, merci. Est-ce que je mets directement la présentation dans le chat, comme ça ils peuvent cliquer sur les liens sur la présentation? Oui, s'il te Oui, plaît. parfait. Et à partir de ça, vous devriez avoir accès aux liens qui sont dans la présentation. Parfait. OK. Puis après vos discussions, comme j'ai dit tantôt, j'aimerais revenir, on va faire un petit juste résumé de vos discussions, parler de vos besoins et puis les prochaines étapes cette année. Puis j'aimerais aussi vous entendre pour les études sociales parce qu'on aimerait faire des sessions de travail pour les études sociales. Alors, juste connaître vos besoins là-dedans aussi. Ça vous va? Oui? Parfait. OK, alors on va écouter cette vidéo.
Imagine what would happen if every person in the United States suddenly visited your website. Would it crash? Tout le monde entend et voit? C'est bon? Oui, oui, c'est parfait. Mais comment elle se vit? La rétroaction, dans le fond, pour être capable de l'expliquer comme il faut, je dois faire un retour en arrière. Oui. Je trouvais que je corrigeais trop. Je trouvais que je n'avais pas assez d'impact sur les élèves. Alors, il y a plusieurs années, j'ai commencé à beaucoup me re-questionner sur ma façon de communiquer avec eux. Et c'est justement ça de la rétroaction. C'est d'engager le dialogue avec l'étudiant pour qu'il soit conscient de ses forces, mais qu'il soit aussi conscient de ses faiblesses, de ses difficultés, de ce qu'il a amélioré. Et ces dernières années, il y a plusieurs outils technologiques notamment qui ont complètement changé la donne, ne serait-ce que les portfolios numériques, ne serait-ce que des plateformes qui nous permettent de recevoir plusieurs types de travaux différents, qui vont faire en sorte que ce qui était très difficile avant, de donner de la rétroaction avant, pendant, alors qu'on se contentait souvent d'en donner seulement après. Avec un examen, bien, ces plateformes-là nous permettent d'engager une discussion avec les élèves et de donner de la rétroaction avant et pendant. Et c'est là où ça devient tout un levier pédagogique. D'apprendre à maîtriser ces outils numériques-là que peuvent être, pour le moment, sur le marché. Il y a beaucoup CISA, il y a Shobi, il y a Classroom, il y a Teams avec Microsoft. Il y a d'autres joueurs qui commencent à faire leur entrée, tels que Socrative est quand même là depuis longtemps, Flipgrid, VideoAnt. Il y a plein d'outils que si les enseignants maîtrisent ces outils numériques-là, ils vont être capables d'engager au quotidien la discussion avec leurs élèves. Ils vont être capables de bénéficier de ces très beaux leviers-là pour amener les élèves plus haut. Ils vont être capables également d'aider, d'engager les élèves dans leurs apprentissages et éventuellement, c'est l'évaluation qui finit par changer. Ouais. Parce que quand on apprend à engager la discussion avec les élèves, on finit par tellement les connaître. Quand on apprend à bien organiser ses traces, que ce soit numérique ou via le numérique organiser des traces papier, on en vient à être capable de modifier notre évaluation et surtout d'évaluer mieux et moins. La raison en effort simple, c'est comme on a plusieurs traces, bien, on peut diminuer le nombre d'évaluations parce qu'on est capable de justifier notre jugement professionnel et de rendre compte des progrès des élèves. Fait que c'est ça pour moi la rétroaction active. C'est de documenter, oui, pour le bien de l'élève, pour que ce soit un levier, mais également pour moi, pour m'aider dans mon jugement professionnel. Alors, voilà, c'est ça pour moi la rétroaction. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience, les enseignants? Parce que je pense que vous avez commencé, ou vous avez eu à un moment donné une discussion sur le droit à l'erreur aussi. Donc, qu'est-ce qui est vécu en ce moment là, par les participants aujourd'hui? Il y a plusieurs participants qui sont sortis, nous ont dit à la fin de l'après-midi, OK, on est secoués. On est vraiment, on est secoué, on va réfléchir. Alors, on avait axé la formation aujourd'hui, dans le fond, avec deux axes. On explorait tout le volet de la rétroaction, mais en même temps, on découvrait des outils qui pouvaient nous permettre de donner de la rétroaction. Alors, ce matin, on a commencé par se questionner sur ce qu'est la rétroaction. On a découvert ce que nous, on a appelé, nous autres, les 4 commandements de la rétroaction. On s'est ensuite questionné. Hey, tu peux-tu nous les dire, les 4 commandements de la rétroaction? Parce que je trouve ça intéressant. Là, oui, il y en a beaucoup. On pourrait faire des jours sur la rétroaction. Ben, mais la rétroaction, elle doit être rapide. Ouais. Tout au long du processus. Ouais. Elle doit être efficace. Ouais. Elle doit être aussi gentille. Et on a mis l'image du sandwich. Les enfants dans la vidéo de Austin's Butterfly, si jamais vous l'avez déjà vu, des jeunes enfants de 4e année vont se prononcer. La rétroaction doit être honnête sans être méchante. Alors, on va parler de rétroaction gentille à ce moment-là. Et la rétroaction doit aussi être précise. Alors, on a regardé ça. On a regardé à quel moment la faire. Alors, avant, pendant, après. Ce matin, on a exploré des outils comme Shobi et CISA, les portfolios numériques qui nous permettent de documenter. Puis cet après-midi, on s'est attaqué au droit à l'erreur. Ouais. Alors, avec des outils tels que Flipgrid, VideoAnt, Spiral, on a parlé du droit à l'erreur. On s'est servi de ces plateformes-là pour nous échanger. Il y avait un consensus. On a le droit? Oui, tout le monde s'entendait pour dire qu'on a droit à l'erreur. Ouais. Mais quand on a posé la deuxième question, mais on fait quoi après? Oui, on a le droit à l'erreur, mais on est quand même coincé dans une classe. Il y a des limites de temps et tout.
qu'est-ce que l'on fait? Alors, on a discuté là-dessus. Puis on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la réponse, mais on s'est entendu que si on veut agir là-dessus, il faut revoir nos façons d'enseigner. Ouais. Si on a le droit à l'erreur, ben c'est parce qu'on doit avoir du temps pour se reprendre. Alors, ça demande de peut-être replanifier sa gestion de cours. Si on a le droit à l'erreur, ben ça veut dire que rapidement, notre enseignant doit nous signifier qu'on est dans l'erreur, nous ramener dans la bonne voie. Alors, c'est à travers des outils qui peuvent nous permettre d'aller récolter rapidement ce que les élèves font, ce que les élèves pensent aussi, qu'on s'est pratiqué à être bon pour aller cerner ce qui se passe dans nos classes et être capable de les encadrer du mieux qu'on peut, puis de ramener tout ça dans la bonne voie pour que tout le monde progresse. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Vraiment, merci Maude d'avoir partagé, d'avoir proposé cette thématique-là pour les participants du Créacan, puis pour les enseignants qui nous écoutent et qui n'ont pas eu la chance de vivre, puis que tu as intéressé par les réflexions et les propos que tu as apportés aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils peuvent se questionner encore? Est-ce qu'il y a des sources à proposer d'informations pour travailler cette rétroaction-là, ou tout simplement de commencer à creuser les différents outils dont tu as parlé? Qu'est-ce qui sera un bon premier pas pour eux finalement? Bien, deux choses. Et de un, de se renseigner sur la rétroaction. Il existe de bonnes ressources dont je pourrais vous partager les liens sur lesquels les enseignants pourront aller cliquer. Avec plaisir. Comprendre la rétroaction, ce qu'elle est, ça demeure assez facile. Alors, c'est expliqué dans un langage qui est vraiment à la portée de tous. Là où la difficulté va venir, une fois qu'on a compris la rétroaction, c'est de quelle façon est-ce que je peux appliquer ces principes-là avec lesquels tout le monde est d'accord au quotidien. Ouais. Et là, j'encouragerais les enseignants à déjà faire une analyse. Qu'est-ce qu'ils font? De quelle façon travaillent-ils? Permettent-ils le droit à l'erreur? Est-ce que les élèves ont le temps de se reprendre? De regarder également leur façon de travailler et d'aller explorer des plateformes numériques, de consulter leurs collègues. Vous, comment est-ce que vous interagissez avec votre classe? Est-ce que vous avez des outils qui peuvent me permettre de les essayer aussi? De mettre les élèves de notre côté. Par exemple, la première fois que j'ai utilisé certains outils, je le verbalisais aux élèves. C'est la première fois que je l'utilise, je manque de pratique. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est bien beau d'utiliser un outil seul dans son bureau, mais après ça, quand on arrive avec un groupe, là, il y a une autre étape à franchir. Bien, quand on met les élèves de notre côté dès le départ, quand on se place en posture d'apprenant, en compagnie d'apprenants, bien après, c'est là qu'on décolle. Fait qu'il faut faire deux choses. Aller lire, puis en même temps accepter de se pratiquer avec les outils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps qu'on va investir à maîtriser ces outils numériques-là, ils vont après aller être un catalyseur incroyable pour notre intention pédagogique, qui est, elle, de donner de la rétroaction. Alors, ces deux-là vont de pair, doivent se construire et ça va donner des beaux changements dans la gestion de classe. Et c'est pas toujours à l'enseignant de donner de la rétroaction. Les pairs peuvent donner de la rétroaction. L'élève peut se donner de la rétroaction aussi. Alors, c'est également une façon de rendre l'élève responsable dans ses apprentissages, ne serait-ce qu'avec un Flipgrid, ne serait-ce qu'avec un commentaire audio dans un portfolio numérique. Où as-tu de la difficulté? On travaille la métacognition. On force l'élève à prendre un recul par rapport à ce qu'il fait. Et c'est étonnant de voir à quel point ils ont besoin de temps. La créativité a besoin de temps. Bien, apprendre à faire de la rétroaction, apprendre à prendre une distance et avoir un regard juste par rapport à l'apprenant qu'on est, ça demande du temps. Mais je pense que c'est un beau cadeau à leur faire parce qu'ils vont être des apprenants à vie ensuite. On le sait dans le monde actuel. Oui, les enseignants apprennent continuellement, apprennent de leurs jeunes, apprennent des nouvelles façons d'enseigner, des nouveaux outils. Oui, puis même les élèves, au 21e siècle, il n'y a aucun jeune qui va quitter nos écoles et qui n'aura jamais besoin de mise à niveau, peu importe le travail dans lequel il va être. Alors, nos élèves, on doit leur enseigner à être capable de se remettre en question. Et quand un élève se donne de la rétroaction, c'est très difficile. On est face à soi, on doit prendre une distance, être juste et honnête. Ça demande un entraînement. C'est tout ça qu'on travaille avec la rétroaction active. L'enseignant qui pose un regard sur l'élève, les autres qui peuvent également poser un regard, mais ultimement l'élève qui pose un regard sur lui aussi. Et tout ça de façon constructive et juste. Et là, on a un beau levier pédagogique.
Margot, au micro, on n'entend pas. Merci. OK. Alors, j'avais espérance juste de vous montrer ça pour partir vos discussions un petit peu. On va prendre une petite pause. Je sais que c'est tôt, mais juste pour nous permettre de préparer nos salles de discussion. J'ai 2 groupes qui vont travailler plutôt la 12e année, mais n'empêche pas que vous pouvez aller piger, dans 10e, 11e, juste pour voir un peu la progression. Puis un autre groupe qui va faire la 9e. Julia. Oui, Julia. J'avais la misère à te placer, Julia, parce que tu voulais surtout faire la 10-11. Si je te mets dans un groupe de 12e, est-ce que ça irait? Puis vous pouvez juste aller faire un peu des deux, je pense, parce que tout le monde enseigne les 3 niveaux dans ton groupe. Donc, ça va y aller. Parfait. Excellent. Alors, prenez un 10 minutes. Okay. Surtout si vous aimeriez aller faire des photocopies peut-être pour pouvoir faire ce travail. On va revenir dans 10 minutes. On va vous laisser savoir dans quelle salle que vous êtes. Et puis, je vais peut-être demander à certaines personnes de gérer la discussion dans vos salles. Et puis, moi, je peux juste me promener. Parce que, comme j'ai dit, vous êtes les experts et non moi. Est-ce que ça vous va? Tout le monde, oui? OK. Alors, on va revenir à 9h55, puis on commencera notre travail. Parce que si l'intelligence artificielle peut tellement faire de choses, ben peut-être que nous, les humains, ne vont pas nécessairement enseigner des travaux qui peuvent être faits par l'intelligence artificielle, mais seulement par l'intelligence humaine. Donc, ça va être un défi parce que plus la technologie avance, oui, c'est déjà difficile de détecter du plagiat en français parce qu'en anglais, c'est facile parce que la plupart de nos élèves en anglais vont copier un texte, alors qu'en français, ils vont le copier de l'anglais, mais ensuite le traduire. Et même si on passe leur texte par le logiciel qui identifie le plagiat, le logiciel n'est pas capable d'identifier le plagiat qui a été traduit dans une autre langue. Donc, c'est certain que l'élève a plagié parce que c'est un élève qui fait 250 fautes et tout d'un coup, c'est un texte parfait, mais on ne peut pas trouver la source du plagiat. Et donc, tu as entièrement raison, Mireille, ça va complètement changer notre enseignement, notre vision des choses et surtout l'éthique, vraiment enseigner l'éthique. Avez-vous des questions, commentaires avant qu'on vous... Oui, moi j'ai une question, c'est sur le plagiat. Au moment où je me connectais, quelqu'un était en train de développer cela, parler du plagiat, parler du logiciel de contrôle de vérification du plagiat. Ouais, moi, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai été confronté ici cette année. Alors, j'ai eu une production écrite d'un de mes élèves qui m'a semblé trop bien fait, trop, le contenu, et que c'était un élève de 9e année. Et je me suis dit, je l'ai partagé avec des collègues, j'avais des doutes que ce soit lui qui l'a écrit. J'en ai même discuté avec sa maman. Alors, j'étais obligé. On a cherché avec des collègues ici, on vérifiait si le plagiat était effectif, mais on n'a pas pu trouver. Alors, je ne sais pas comment il s'est pris, mais j'étais obligé, je ne pouvais pas ne pas lui donner 100%. Comme je disais, c'est facile d'identifier en anglais, c'est pratiquement impossible de l'identifier en français, puisque le texte est traduit, le logiciel n'est pas capable de reconnaître un texte traduit. Donc, ma collègue en anglais est très facilement capable d'identifier le plagiat, mais en français, presque pas. OK, c'est ça, là c'est une difficulté alors qu'on rencontre. Est-ce que, une petite question, est-ce que vous permettez à vos jeunes de travailler leur dissertation que vous corrigez pour une note sommative
ailleurs qu'en salle de classe? Là? Oui, parce que oui, tout le monde. Je pense que tout le monde le fait parce que moi, non. accès à l'ordinateur. Moi, personnellement, j'ai des demandes qui travaillent seulement en classe. C'est ça. Et souvent, je vais demander à ce qu'ils travaillent sur papier pendant pratiquement tout le travail. Je vais ramasser les copies à la fin de la période. Ils peuvent continuer le lendemain. Et à la fin, je les autorise à recopier sur ordinateur s'ils veulent s'aider avec les fautes. Mais c'est comme ça que j'ai fait pour éviter ces problèmes-là que j'avais au tout début en commençant. Et justement, quand j'enseignais le cours de 11e, 12e année, c'était pareil. Il ne faut pas, si vous voulez contrôler et éviter le plagiat, il ne faut pas le laisser, comme je dis, à l'univers. Il faudrait pouvoir le surveiller en tout temps. Alors moi, pour surmonter un peu le plagiat, ce que je fais souvent, puisque j'ai des petits groupes, c'est d'abord, après avoir enseigné les façons de faire des citations, à chaque fois l'élève, parce qu'on connaît leur niveau généralement, dès qu'ils sortent certaines idées, leur demander la source, l'auteur, et puis là, ça permet quelquefois de trouver vraiment les plagiats et puis de les responsabiliser davantage. Merci pour ce partage. OK. S'il n'y a pas d'autre chose, on va vous envoyer dans vos salles pour avoir de belles discussions. Excellent. Allô, je venais juste de dire à Sylvette que j'aurais aimé participer à toutes les discussions en tout temps parce qu'elles étaient si riches et différentes dans chaque salle. C'était vraiment intéressant. Est-ce que ça vous dérange de juste partager, faire un petit résumé peut-être de vos discussions, des points que vous avez retenus? Puis après, j'aimerais vous entendre sur ce que vous aimeriez peut-être avoir en tant que développement professionnel ou session de travail à l'avenir. Alors, peut-être, Sylvette, est-ce que ça te dérange de nous partir là-dessus, juste parler de vos discussions un peu? Moi, ça ne me dérange pas, mais peut-être que je pourrais céder la parole à Marie-Claude parce que j'ai parlé beaucoup pendant la session. Est-ce que tu es là, Marie-Claude? Ou Marianne, ou Sylvie? Je dirais, si je résume bien ça, mais c'est ça. On est plutôt parti de notre besoin ou envie de plutôt converser à propos de suite aux vidéos, là, comment on s'y prend pour faire de la rétroaction, quels outils on utilise ou qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas, petit groupe, grand groupe, qu'est-ce qui est plus pertinent d'évaluer, le processus d'évaluation formative, sur quoi on met l'attention quand ça vient au sommatif. Mon Dieu, on a parlé beaucoup, hein? On a parlé d'œuvres, lesquelles on utilise, lesquelles on privilégie, comment on s'y prend pour faire des cercles de lecture, comment on s'y prend pour faire des études guidées. On a conclu avec un souhait de peut-être avoir on a toujours un vœu pieux là, de vouloir partager dans la province les œuvres qu'on utilise, puis peut-être les outils ou les trucs qu'on fait avec ces œuvres-là. On a parlé peut-être d'un Google Site ou quelque chose qu'on pourrait aller déposer des idées parce qu'on ne veut pas toujours s'en tenir à la liste classique des œuvres qui sont toujours proposées et qui n'est pas souvent mise à jour. Il y a certainement des bonnes œuvres contemporaines qu'on peut se partager tout en ne voulant pas quitter l'idée de quand même l'importance d'utiliser des classiques, de ne pas niveler vers le bas, de donner des défis à nos élèves. Mais oui, on a fini un peu la conversation en voulant se partager. Puis je sais que c'est difficile parce qu'on veut souvent le faire, de dire « Ah oui, on va se faire un site où on va tout aller partager », mais dans la turbulence du quotidien, là, souvent les enseignants ne le font pas, mais ce serait riche de le faire. Un vœu. De quoi d'autre on a parlé, les filles? Aidez-moi. J'essaie de résumer ça vite. Donc, on a surtout concentré sur nos stratégies d'enseignement, de rétroaction et d'évaluation. Plutôt que on n'a pas travaillé les copies types. Là. On n'a pas fait la correction. J'aime que vous avez parti de vos besoins, puis
vous en avez beaucoup ressorti en faisant cela, j'imagine. Excellent, merci beaucoup. Ousmane, est-ce que tu t'aimerais partager? Oui, non, vraiment, on a pratiquement abordé tous les points qui ont été abordés tantôt, nos stratégies d'enseignement, d'évaluation, et on a comparti des copies, des échantillons. Donc, les copies qu'on avait pratiquement, c'est des copies que les enseignants qui étaient dans ce groupe avaient proposées, dans des échantillons, et pratiquement, on était tombé sur la même note d'évaluation, en tout cas sur les mêmes catégories. Je pense que ça a été très bénéfique et on se promet de s'échanger des copies de temps en temps pour vraiment consolider nos pratiques d'enseignement, nos stratégies d'enseignement. Donc, vraiment, c'était vraiment très enrichissant. Et si Younes et Julia, vous avez quelque chose à ajouter de ce qu'on a fait? Non, il paraît que tu as fait un bon résumé, là, Ousmane. Merci. Merci beaucoup. Pascal, veux-tu partager un peu? J'étais juste en train de d'écrire deux textes que j'ai découverts les années passées à Koukoum, que j'ai fait pour la première fois l'an dernier, de Michel Jean, et l'attentat de Yasmina Khadra, qui est un texte dur. Et je me demandais, quand je le voyais dans les copies de 12e année, pourquoi mes collègues utilisaient un sujet aussi difficile qu'une personne kamikaze qui s'était fait exploser. Mais quand j'ai ouvert le livre pour la première fois avec la richesse du vocabulaire, les expressions idiomatiques, j'ai compris pourquoi mes collègues le choisissaient. Je n'ai pas fini ma phrase, mais c'est exceptionnel. Donc, Koukoum, il est facile à lire, pas de point de vue contenu, mais de point de vue français, alors que l'attentat n'est pas facile à lire de tous les niveaux, mais l'écriture, si vous n'avez pas lu Yasmina Khadra, l'attentat, en le lisant, vous comprenez pourquoi presque tous mes collègues de français 12 l'utilisent. Ça montre vraiment à un élève la beauté du langage. Je pense qu'il y a, par chaque page, il y a peut-être 4 expressions idiomatiques. C'est fou, c'est absolument fou comme la richesse de vocabulaire. Seulement à lire en 12e année à cause du contenu et à cause de la difficulté, mais c'est un rêve, c'est un plaisir. Et pour vos élèves forts, ce livre-là est peut-être, c'est un cadeau que vous leur faites, parce que ça va aussi augmenter leur propre vocabulaire, leur propre syntaxe, leur propre écriture. Donc, ça, c'est les 2 récents que je recommanderais si vous vous fiez plus à la liste ancienne. Donc, en 9e année, ce que nous avons fait principalement, nous sommes allés regarder ce qui devait être maîtrisé en 9e, basé sur l'écriture, donc la syntaxe, les conjugaisons, l'organisation. Et ensuite, nous avons regardé une copie d'un élève texte fonctionnel, puis nous sommes retournés aux copies types, mais datées d'il y a 11 ans et certains critères d'évaluation ont changé au gouvernement de l'Alberta en 11 ans. Mais vu que j'ai participé à plusieurs corrections, j'ai pu mentionner à mes collègues quels étaient les changements comparés à la copie type de 2011 qui a eu un 5 et la copie type de 2022 qui obtiendrait un 5. Et ensuite, on est allé voir les 3, à quoi ça ressemblait un 3, parce que c'est facile de se laisser influencer par la quantité d'erreurs, mais de se rappeler que le critère de correction, c'est si elles nuisent à la compréhension, c'est seulement si elles nuisent à la compréhension qu'on descend au 2. Et ce n'est pas la quantité d'erreurs, c'est on va dire la qualité. C'est-à-dire, je peux faire beaucoup d'erreurs, mais si tu lis mon texte sans aucune difficulté, ce n'est pas un 2. Donc, c'est ce que Mireille disait, difficulté de savoir si on est trop exigeant ou trop difficile ou trop sévère ou trop gentil. Moi, ce que je dis à mes élèves, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il vaut mieux que je sois sévère et comme ça, tu te pousses et tu obtiens peut-être un 4
à l'examen final, que ce soit en 12 ou en 9, alors que tu obtiens seulement un 3 avec moi, plutôt que je te donne des 4 ou même des 5, et après tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai seulement eu un 3 à mon examen? Donc, et ce que je fais, la rétroaction que je fais à mes élèves, c'est, OK, voici ton texte, voici comment tu pourras avoir un 4. Voici ton texte, voici comment tu pourras avoir un 5. Donc, c'est ça la rétroaction que je fais avec mes élèves, de partir de leur texte, leur montrer, comme disait quelqu'un, leur point fort. Oui, c'est un 4 solide. Maintenant, si tu veux un 5, voici ce que tu dois faire. Donc, voilà, c'est la rétroaction que je donne à mes élèves. Et donc, voilà, on a fait le texte expressif et on a fait le texte fonctionnel, puisqu'il y a d'autres textes à écrire en 9e année, mais c'est les textes du test de rendement. Et donc, c'est ce que nos élèves veulent voir. Et les parents. Oui, les parents veulent, parce que les notes sont rendues publiques en plus, donc on veut que nos élèves soient fiers de la note rendue publique. Super, merci beaucoup, Pascal. Alors, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, ce n'est pas grave, mais si vous avez des idées de vos besoins, c'est en développement professionnel qu'on pourrait offrir comme session. J'ai entendu beaucoup au sujet des outils numériques qui pourraient peut-être vous appuyer pour la rétroaction. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des sessions là-dessus ou avoir une session de correction plus ciblée où on vient avec des textes semblables et puis on fait la correction ensemble pour imiter ce qu'ils font au ministère? Je ne sais pas, c'est juste une couple d'idées, mais si vous avez des idées, j'aimerais beaucoup les entendre. Je ne réponds pas vraiment à la question. Je partage seulement les problèmes techniques que nous avions d'avoir cette session en ligne. Pour une raison quelconque, c'était très difficile pour moi de partager mon écran. J'y arrivais pas. Je ne sais pas si c'était mon ordinateur qui m'en empêchait, mais je n'arrivais pas. Donc ensuite, il a fallu qu'on retourne dans nos documents et qu'on copie le lien. Mais ensuite, vu que nous ne sommes pas du même conseil, il fallait faire la demande de partage individuellement. Mon ordinateur, pour une raison quelconque, était lent. Ça passe pas. Donc on passait plus. On a passé beaucoup de temps à faire ce qu'on devait faire, mais on a passé aussi beaucoup de temps à régler les petits problèmes techniques. Et c'est pas que je veuille aller à Edmonton ou je ne sais pas où vous êtes ou les personnes qui sont au nord de venir au sud et vice-versa. Parce que j'aime beaucoup être à la maison pour ces activités. Mais il faudrait peut-être partager les documents avant pour que nous y ayons accès sans avoir les problèmes techniques de partage. Ça serait ma seule suggestion pour l'amélioration et ensuite on peut faire ce que mes collègues veulent parce que tout ce qui va m'aider à améliorer mon enseignement, je suis partante. OK, super, merci. D'autres commentaires? Puis ça se peut que vous voulez y réfléchir, mais Julia, oui. C'est peut-être un grand rêve parce que c'est grand, c'est large, mais de savoir quelles sont les attentes précises comme en 7e, 8e, puis faire le suivi de oui, on a le programme d'études, mais beaucoup de choses ont changé, surtout dans les dernières quelques années. Donc, quelles sont nos attentes réalistes à chaque niveau pour pouvoir ne pas devoir répéter les mêmes enseignements, disons. Par exemple, j'ai des élèves en 10e année qui n'ont pas encore maîtrisé le présent de l'indicatif. Alors, est-ce que je reprends ça à chaque année? Même chose pour l'écriture en général. Je trouve qu'on fait on reprend toujours la même chose à chaque année. Comme les genres de textes, tu veux dire, et puis... Oui, les genres de textes aussi, et puis surtout l'écriture. Je trouve qu'ils n'ont pas le désir de maîtriser leur écriture non plus, qui est un grand défi. OK, merci pour ça. Sylvette?
Sylvette, on t'entend pas. Oh, Sylvette, on t'entend pas. Excusez. Alors, c'est pour faire un suivi là-dessus. Marianne, est-ce que tu es toujours là? Tu nous parlais tantôt d'une liste progressive que tu as commencé ou créée, que votre école a mise en place. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir, comme on l'a mentionné tantôt, un Google Site où on peut se partager des ressources et puis on peut toujours continuer à alimenter ces listes-là déjà créées, s'en inspirer, etc. On a parlé d'un code aussi pour un code de correction dans notre équipe et tout ça. Alors, s'il y a déjà des ressources, des outils que vous avez créés qui fonctionnent bien, etc., si on pouvait avoir un lieu de partage où on peut s'inspirer, contribuer, etc., ça serait très gagnant, je pense. Okay. Très bonne idée. Excellent. Pascal? Oui, pour revenir à ce que Julia a dit, je suis entièrement d'accord avec elle et c'est ça qui rend la difficulté de l'évaluation en français à l'écrit. Selon le programme d'études de l'Alberta, le présent de l'indicatif est maîtrisé depuis très, très longtemps. Et donc, mais le problème, c'est que chaque élève est différent. Et donc, malgré le fait que le programme d'études me dise que le niveau d'autonomie est atteint, il n'est pas nécessairement atteint pour tous les élèves. Donc, est-ce que je mets des zéros à tout le monde parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau d'autonomie que le programme d'études dit qu'il doit atteindre? Non. Et donc, j'évalue, bien sûr, l'élève comparé au programme d'études et comparé à la grille de correction, mais je regarde aussi il y a tellement d'autres choses. Et c'est ça qui rend la difficulté de corriger à Edmonton. C'est ça la difficulté de trouver le consensus. Parce que pour moi, pour une personne, OK, le texte est complètement écrit de façon... j'ai oublié les mots. Les mots sont écrits de façon... quand je les lis, je sais exactement ce que tu veux dire. Mais l'orthographe, l'élève ne la connaît absolument pas. Et donc, la discussion à Edmonton, c'est, moi, je mettrais un 1 parce qu'il est quand même en 12e année. Il devrait savoir écrire autrement que, aidez-moi, c'est pas auditif, c'est quoi le mot que je cherche? Phonétique? Oui. Pour moi, un élève de 12e année en tirer 1 ne devrait pas écrire de façon phonétique. Mais mes collègues disaient, ben non, parce que quand tu lis le texte à voix haute, on comprend, il a des idées dans les arguments. Et donc là, où c'est que tu tires la ligne? Oui. Et donc là, c'est très difficile de trouver le consensus parce qu'il n'y a nulle part qui dit que si l'élève écrit en phonétique, mais tu comprends tout, il est beau, il est bon, il est fort. Je peux avoir des élèves qui vont juste écrire au présent de l'indicatif, mais leur texte est superbe. Mais ils ne maîtrisent pas le passé, mais ils vont réussir à le contourner. Est-ce que je les pénalise parce qu'il n'y a pas de subjonctif, de conditionnel et de conditionnel passé ou de futur antérieur? D'après le programme d'études, oui. D'après son texte, non. Donc, on pourrait passer des heures et des heures à argumenter et c'est beau parce que ça enrichit notre jugement, notre évaluation. Mais la plupart du temps, c'est qu'on se retrouve devant notre copie et on doit faire preuve de notre jugement professionnel, de mettre un 3, de mettre un 4, de mettre un 5 et de justifier, parce qu'il faut que nous soyons capables de justifier à l'élève, au gouvernement et aux parents pourquoi nous avons mis la note que nous avons eue. Donc, je pense que notre conversation la plus importante, c'est quelle que soit la note, et est-ce que nous sommes capables de la justifier? Et ça, c'est quelque chose que si c'est la formation peut-être la plus importante que nous pourrions avoir. Avoir des bases solides de notre évaluation pour à 100% justifier pourquoi ce n'est pas un 4, pourquoi ce n'est pas un 5, mais un 4,5, par exemple. Super. Wow, tellement de belles rétroactions. Alors, je vois le désir de partager
sais, partager les œuvres, les activités, avoir une place commune, puis peut-être travailler les progressions un peu ensemble et continuer, comme tu dis, avoir des discussions autour de l'évaluation, toujours, la rétroaction. Super, super. Et, je vais vraiment vous remercier. Ceci était c'était un peu une expérience scientifique là, qu'on a fait aujourd'hui avec vous pour voir. Puis je trouve qu'il y avait beaucoup de valeur. Puis je le voyais dans vos discussions. Et vous avez tous sûrement entendu parler de Harry. Puis Harry, il dit que, parce qu'il a fait toutes sortes d'analyses, puis il dit que tout ce qui est par-dessus d'un 0,4 a un impact sur la réussite de nos élèves. Et puis, il a trouvé que les profs qui collaborent ensemble, il a appelé ça teacher efficacy. Alors, les profs qui travaillent, qui discutent, qui collaborent, c'est un 1,57. Alors, on sait qu'il y a un impact à un 0,4. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est un 1,56. Alors, je pense qu'il faut absolument poursuivre avec ce genre de format. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez autre idée, autre besoin. On est là pour ça. Et puis, oui, n'oubliez pas de remplir votre sondage aussi. Ça nous aide énormément. Et merci de vous avoir joint à nous au mois de milieu décembre. Je sais que tout le monde est épuisé, mais les vacances arrivent et je vous souhaite de très belles vacances bien méritées. Et j'espère vous revoir au mois de janvier.